Bonsoir, merci d'être venu. Aujourd'hui, on a décidé de faire un meet-up sur les patients. Donc, vous savez qu'on organise à peu près une fois par mois des meet-up qui concernent le domaine de la santé. On essaye de prendre des thématiques qui sont très concrètes à chaque fois. D'abord pour que ce soit intéressant pour les gens et pour que ce soit utile ensuite pour vous. Donc, on a fait l'hôpital, on a fait le handicap, on a fait les dispositifs médicaux, on a fait la maladie chronique. Et donc, aujourd'hui, on fait un meet-up sur les patients. En juillet, on fera un meet-up sur l'assurance. À la rentrée, on fera un meet-up sur les maladies mentales. Et on essaye toujours, évidemment, de raconter les tendances et de les connecter avec la technologie, puisque c'est ce qui intéresse les entrepreneurs qui viennent ici ou les gens qui viennent ici. Donc aujourd'hui, on va vous parler des patients. Donc je vais faire une brève introduction sur le concept du patient et puis le lien entre la technologie et le patient et pourquoi on parle aujourd'hui peut-être plus du patient qu'avant. Et ensuite, on a d'autres intervenants qui me succéderont et que je laisserai se présenter. Ça vous va? Je vous laisse vous présenter, comme ça je ne dis pas de bêtises, et qui vous donneront des points de vue différents du mien et évidemment complémentaires. Donc, peut-être que vous avez l'impression, comme nous, qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer autour des patients parce qu'on en parle beaucoup. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la plateforme Patients Like Me. Donc, c'est une plateforme qui a été créée en 2004 et qui a fait beaucoup de buzz en 2011 parce qu'ils ont publié dans une très grande revue médicale les résultats d'un essai clinique qui a été fait en ligne. Alors, aujourd'hui, les gens de la plateforme la présentent comme une plateforme épidémiologique prospective. Il y a 2500 maladies différentes qui sont enregistrées, 500 000 utilisateurs, 75 études cliniques qui ont été réalisées. Ça a été donc cofondé en 2004, c'est très connu depuis 2011 depuis cet essai clinique. Un des fondateurs est parti, le frère d'un autre cofondateur évidemment qui était malade est décédé entre-temps, mais aujourd'hui la plateforme est quand même assez active, c'est un très bon niveau scientifique et technologique et ça fait quand même quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires. L'Obamacare 2010 qui mettait le patient en première ligne avec par exemple de l'accès à de l'information pour les patients et aussi la création du PCORI, le Patient Centered Outcome Research Institute. Donc vous voyez toujours le mot patient qui est mis en avant. 2015, janvier 2015, toujours Barack Obama, le Precision Medicine Initiative, donc la médecine de précision centrée sur le patient, et puis un livre sur le patient expert. Donc voilà, évidemment, ces exemples ne sont qu'une illustration et n'ont pas du tout vocation à être exhaustifs, mais clairement, entre le patient expert, l'empowerment, la patient-centric medicine, les patient-reported outcomes, la médecine personnalisée, la médecine stratifiée, la médecine de précision, tout le monde ne vous parle que du patient, on a l'impression qu'il n'y a plus que lui. Alors en fait, ce n'est pas nouveau, heureusement, qu'on s'intéresse au concept de patient. Donc déjà dans le serment d'Hippocrate, ça fait très longtemps, Hippocrate parlait évidemment des malades, j'utiliserai le régime pour l'utilité des malades, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore, par exemple, à cette époque-là, de concept de droit des patients. Ensuite, vous avez depuis les procès de Nuremberg en 1946, la recherche clinique qui a été organisée pour tenir compte des droits des patients dans le cadre de la recherche. Et donc vous voyez sur la petite photo à droite de l'écran sont les médecins et les infirmières qui ont participé à des expérimentations évidemment non éthiques sur des patients pseudo-volontaires. Et donc c'est depuis le procès de Nuremberg qu'il y a eu un début de discussion contemporaine sur une éthique de recherche clinique. Ensuite, vous avez à partir de la fin des années 80, des patients qui étaient en l'occurrence des patients séropositifs pour le VIH et des patients non séropositifs pour le VIH, mais qui avaient peut-être peur de le devenir, qui ont été très activistes, comme on dit, pour stimuler la recherche, la régulation, les industriels, et afin que des nouvelles molécules soient développées et soient en libre accès pour les gens qui en avaient besoin. Donc vous avez le dessin de Kissaring qui illustre ça. Et puis en France, on a, alors il y a le plan de cancer 2003, j'aurais pu mettre, qui était aussi centré sur le patient, mais il y a aussi la loi du 4 mars 2002, par exemple, sur les droits des malades. Et quand vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous avez partout dans les ascenseurs un truc qui s'appelle la charte du patient hospitalisé. Et donc c'est les droits des patients, qui est une sorte de résumé de cette loi qui est évidemment beaucoup plus volumineuse que le petit poster que vous avez dans l'ascenseur des hôpitaux. Donc c'est pas nouveau, c'est quand même une longue histoire, le fait de s'occuper mieux ou de penser mieux ou de parler mieux des patients, même si aujourd'hui il se passe quelque chose. Et alors là, c'est une autre illustration, c'est dans le plus grand journal médical qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Donc évidemment, vous n'allez pas arriver à tout lire, ce n'est pas l'objectif, mais c'est un colligé
de tous les articles qui traitent du patient dans 3 domaines qu'on va revoir qui sont le soin, la recherche et la société. Et donc vous voyez qu'il y a des articles déjà en 82, 84, 66 qui déjà se préoccupaient de ces sujets. Donc pour toujours vous montrer que c'est quelque chose de pas complètement nouveau, même si aujourd'hui vous avez peut-être l'impression d'en entendre plus parler qu'avant. Alors pourquoi ça fait du buzz aujourd'hui le patient? Donc mon interprétation, que je livre à votre critique, c'est qu'il y a 3 événements ou 3 éléments qui aujourd'hui forment un alignement des planètes et qui font que toutes les raisons sont réunies pour peut-être qu'on en parle plus qu'en moyenne. Le premier, évidemment, c'est les progrès scientifiques. Le deuxième, c'est les progrès technologiques, évidemment en particulier les technologies numériques. Et le troisième, c'est une demande sociale en général. Donc on va revenir sur ces 3 éléments qui aujourd'hui s'alignent pour faire en sorte qu'on parle beaucoup des patients. Donc les progrès scientifiques, le premier auquel on pense probablement, c'est évidemment le séquençage du génome, puisque le premier séquençage du génome, ça avait pris 13 ans, ça avait mobilisé 3000 chercheurs et ça avait coûté à peu près 3 milliards. Et aujourd'hui, c'est 48 heures, moins de 1000 $, probablement bientôt moins de 100 $. Et il n'y a même plus besoin de chercheurs, il y a besoin juste de la machine. Donc l'accélération du séquençage du génome et le fait que ça devient plus accessible parce que ça coûte de moins en moins cher, c'est quelque chose qui permet d'accéder facilement au profilage génomique des personnes et qui participe d'une médecine qui est plus centrée sur le patient. En parallèle de la génomique, vous avez toutes les autres omics, la protéomics, la métabolomics, la transcriptomique, la microbiomique, et donc tout ça, c'est un profilage non génomique, mais sur d'autres éléments biologiques des gens, qui participent aujourd'hui à beaucoup de travaux de recherche, qui essayent de faire un profil biologique le plus précis possible des gens. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire, y compris la génomique. Vous savez que la génomique, techniquement, ça marche très bien, on arrive à vous profiler. Maintenant, on est très peu capable de dire à partir de votre profil génomique ce qui va vous arriver ou quel médicament il faut vous donner. Ça va donner quelque chose un jour, mais aujourd'hui, la promesse est bien plus élevée que le résultat. Vous avez évidemment les biomarqueurs qui sont un petit peu comme les omics, c'est-à-dire des éléments biologiques qui prédisent l'apparition d'une maladie ou qui prédisent la réponse à un traitement. Et puis, l'objectif de ça, j'en parlais tout à l'heure, à l'instant en disant que c'était plutôt décevant, c'est d'arriver à des traitements qui sont plus ciblés et plus sélectifs de votre maladie ou de votre personnalité biologique en quelque sorte. Et d'ailleurs, on a une représentante ici de la pharmacie. Et aujourd'hui, le modèle du blockbuster, c'est-à-dire un médicament pas très cher qu'on va essayer de donner à tout le monde, est moins en vue qu'avant, avec un modèle remplaçant. Alors, ça ne va pas complètement remplacer, il y a encore des blockbusters, heureusement, que les industriels appellent souvent le modèle du niche buster, c'est-à-dire un médicament qu'on va donner à pas beaucoup de monde, mais c'est des gens qui vont être des très bons candidats. Et puis, comme on va le donner à moins de gens, c'est des médicaments qui, en général, coûtent plus cher. Ça, c'était pour les progrès scientifiques. Ensuite, vous avez évidemment les technologies, en particulier les technologies numériques, qui permettent aux gens d'abord d'avoir accès à l'information, ensuite de se parler entre eux sur les médias sociaux, évidemment d'être connectés et donc de façon passive de transmettre des informations à toute personne pertinente, ou bien à l'extrême, comme le cas pour Patients Like Me, par exemple, de faire des essais cliniques en ligne. Donc la technologie aujourd'hui participe aussi de remettre le patient dans le jeu, puisqu'elle lui donne accès à l'information, elle lui permet de s'exprimer, de participer, de s'organiser, de faire pression, voire de créer de l'intelligence. Et enfin, le troisième élément qui fait, à mon sens, qu'aujourd'hui on en parle plus, c'est qu'il y a une demande sociale en général qui participe, à mon sens, du mouvement de démocratisation des sociétés. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, les sociétés deviennent quand même de plus en plus démocratiques. Elles contestent les autorités des gouvernements et des institutions. L'institution médicale est une institution. Et donc, de la même façon qu'il y a les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des consommateurs, il y a les droits des patients. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a 15 ans et 2 mois, en France, on avait donc une loi qui s'appelait la loi sur les droits des malades. Donc, à mon sens, ces 3 éléments, aujourd'hui, se réunissent pour provoquer le mouvement dont vous entendez parler, avec 2 effets qui sont légèrement distincts. Un effet qui est purement médical, dont j'ai parlé, et qui est « Monsieur ou Madame, vous avez telle tumeur, on l'a bien regardée et elle dit telle chose, donc il faut vous donner tel traitement ». Et donc ça, c'est « patient-centric medicine ». Vous êtes tel patient, donc c'est tel traitement qu'ils vont vous donner, plutôt que d'essayer au hasard. On ne fait
on essaye de faire de moins en moins ça, même si on le fait encore beaucoup. Et puis vous avez un autre mouvement qui est plus sensible parce que plus militant sur les droits des patients, l'accès à la connaissance et donc l'accès à la décision. Donc c'est pas exactement pareil. Mais souvent on vous en parle comme si c'était exactement la même chose. À mon avis, c'est pas tout à fait le cas. Et une fois qu'on a intégré ça, il y a 3 niveaux auxquels se jouent ces nouveaux enjeux. Le premier niveau, c'est le soin, avec, comme j'ai dit, un déplacement donc, du centre de gravité de la décision. Pendant très longtemps, c'était les médecins qui avaient une très forte emprise sur les décisions médicales et il restait un petit peu de place pour les patients. Et aujourd'hui, c'est en train de se déplacer avec des médecins qui sont plus des consultants et des patients qui expriment leurs préférences et qui disent, en fonction de l'état des connaissances et en fonction de leur maladie, ce qu'ils ont envie de recevoir comme traitement ou quels examens ils ont envie d'avoir. Deuxième, les sociologues diraient le locus, c'est la recherche. Et donc, la recherche, il faut bien comprendre qu'un essai clinique ou un travail de recherche, son objectif, ce n'est pas de bénéficier directement aux patients, c'est de répondre à une question scientifique. Et donc, il y a des bénéfices possibles à être inclus dans une étude clinique. On peut par exemple avoir accès à un nouveau traitement dans une maladie qui n'a pas de traitement ou pour laquelle les traitements sont mauvais. Mais il y a aussi des risques, parce que les nouveaux traitements sont souvent moins bien connus en termes de sécurité, ou parce qu'il y a d'autres risques, peu importe. Mais il n'y a pas que des bénéfices à être inclus dans un travail de recherche. Et donc, à cause des risques encourus à participer à une étude clinique, il est normal qu'il y ait une régulation du droit et que les patients aient leur mot à dire aussi par rapport à ça. Et enfin, le troisième endroit où ça se joue, c'est la société. Et c'est le rapport entre les patients et le système de soins ou les patients et le reste de la population par rapport au système de soins. En 1962, aux États-Unis, il y a eu une grosse polémique parce que quand la dialyse s'est perfectionnée, il y a des comités citoyens qui étaient chargés de déterminer qui avait le droit d'accéder à la dialyse. Et donc, évidemment, ça s'est su rapidement. Les gens ont trouvé ça scandaleux et le gouvernement a réagi en disant que tout le monde pourrait avoir droit à la dialyse. Mais c'est la première fois qu'on a mis en tension le rapport entre le patient qui a une maladie et le reste de la population qui, souvent, parce que tout le monde finance le système de soins, va payer ses soins. Et aujourd'hui, ça se pose en permanence. Et exactement de la même façon que vous avez des minorités qui vont être organisées et qui vont obtenir gain de cause, vous avez la même chose en santé. Et vous avez donc des minorités de patients qui, parce qu'ils vont très bien s'organiser, vont arriver à capter, alors je vais dire ça, c'est pas du tout pour choquer, mais une part disproportionnée de la dépense publique par rapport à leur maladie ou par rapport au fardeau que ça représente, alors que vous avez des patients qui ne sont pas très organisés et qui ne vont pas arriver à capturer cette part de la dépense publique ou privée qui est allouée aux soins. Et donc aujourd'hui, vous avez clairement des maladies dans lesquelles les patients sont mieux organisés et ils arrivent à mieux faire pression pour avoir accès à des traitements plus chers. C'est le cas de la sclérose en plaques, c'est le cas du cancer du sein, ça a été le cas beaucoup chez les patients séropositivité VIH. Ce n'est pas une critique, hein. Chacun cherche à avoir accès aux meilleurs traitements possibles, mais du coup, le degré d'organisation des communautés de patients joue là-dessus. Alors, en conclusion de cette très brève introduction, quel est l'avenir qu'on peut imaginer pour le mouvement des patients ? Bon, d'abord, le premier, c'est de dire que le coup est parti, qu'on ne l'arrêtera probablement pas, et que, alors il y a des fois où ça ne va pas marcher, il y a des fois où ça va aller trop loin, mais maintenant c'est comme ça. Les patients veulent plus s'exprimer, ils veulent plus avoir leur mot à dire sur la façon dont ils sont pris en charge. C'est normal, il faut qu'on se débrouille avec, il ne faut pas le voir comme un combat. Encore une fois, c'est parti et on ne va pas arrêter ce truc-là. Alors, il y a des fois où ça ne marche pas. Par exemple, quand il y a eu des analyses sur les recherches Google pour cartographier l'épidémiologie de la grippe aux États-Unis, il y a une fois où ça a marché et il y a une fois où ça n'a pas marché. Donc le fait de faire appel aux patients pour justement faire avancer la connaissance, ça ne marche pas tout le temps. Ensuite, il y a par exemple, il y a 6 ans de ça, un radiologue qui s'appelait Zamboni qui avait publié des résultats d'IRM de patients qui avaient une sclérose en plaques et qui pensaient avoir détecté des anomalies veineuses. Évidemment, sa femme avait une sclérose en plaques. Il y a toujours une histoire à raconter. Donc sa femme avait une sclérose en plaques et il a persuadé beaucoup de monde de ça. Et donc, il y a beaucoup de patients qui se sont regroupés pour demander à bénéficier d'un traitement interventionnel vasculaire qui était un traitement lourd pour améliorer leur maladie. Parallèlement à ça, les comités scientifiques estimaient que les preuves qui étaient avancées par ce radiologue étaient insuffisantes
pour donner un accès large et qu'il fallait faire des petites études cliniques. Et donc, il y a eu une grosse tension là-dessus. Aujourd'hui, ça n'a pas donné grand-chose, donc probablement que ce truc-là ne marchait pas très bien. Mais entre-temps, il y avait des patients qui traversaient l'Atlantique pour aller se faire traiter en radiologie au Canada, parce que ce mec-là faisait ce traitement dont il était persuadé que c'était efficace. Donc voilà, des fois, ça ne marche pas, mais c'est comme ça. Les gens vont continuer à essayer de s'exprimer. Et récemment, par exemple, il y a eu beaucoup de buzz autour d'un médicament qui a été approuvé dans une myopathie. Et c'est un médicament qui a été approuvé sur la base d'un essai clinique avec 7 patients sur un mauvais critère de jugement. Alors évidemment, la pression a été telle que malgré le fait que tous les comités de la FDA avaient dit que ce médicament ne peut pas être approuvé, le patron de la FDA, qui depuis a été éjecté par Donald Trump, a autorisé ce médicament. Il a été très critiqué pour ça. Et évidemment, ce médicament coûte à peu près 50 000 $ par mois. Donc voilà, peut-être que des fois ça va trop loin, mais c'est comme ça. Et comme dit Oussama, à la fin, les gentils vont gagner. C'est-à-dire, on trouvera un équilibre entre l'ensemble du système et les patients dans les droits qu'ils ont le droit de revendiquer. Il y a un autre concept sur lequel je suis moins convaincu, c'est le concept d'empowerment. Moi, je n'ai pas l'impression que les patients ils aient envie de prendre le pouvoir. Je pense qu'ils ont des demandes qui sont légitimes, mais je ne pense pas qu'ils ont envie d'avoir le pouvoir sur ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est une histoire excessive qui est racontée notamment beaucoup par les influenceurs américains. En revanche, je pense que les patients ont envie qu'on leur accorde du temps. Ils ont envie d'avoir le plus d'informations possible. Ils ont envie, évidemment, qu'on s'occupe aussi de leur entourage, parce qu'ils ne sont pas seuls à être malades, ils ont un environnement avec eux. Ils ont envie qu'on s'organise entre médecins ou entre soignants et qu'ils n'aient pas l'impression de passer d'un médecin à l'autre et que personne ne se parle et chacun fait ce qu'il veut. Donc ils ont des droits, ils ont des envies, mais je ne pense pas qu'ils aient envie d'avoir le pouvoir. Et puis il y a un dernier truc qui est, à mon avis, important et dont parle très bien le médecin-blogueur Dominique Dupagne, c'est l'intelligence collective. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très sous-utilisé aujourd'hui. C'est que les communautés de patients, sur les forums, sur les blogs, donc évidemment, il y a des bons et des mauvais côtés, mais il y a beaucoup de bons côtés. Alors, ils ne sont pas très bons pour faire des diagnostics, mais par contre, du point de vue thérapeutique, ils nous dépassent largement, nous, entre médecins, parce qu'ils arrivent à réunir des informations intelligentes et surtout produire de l'intelligence ensemble, qui aujourd'hui est très peu utilisée par les médecins, alors qu'entre eux, ils arrivent vraiment à faire quelque chose. Et pour vous donner un exemple que donne souvent Dominique Dupagne, sur le fait que justement ces gens ont une vraie intelligence de groupe, c'est que c'est des groupes qui résistent extrêmement bien à la manipulation. Dès que quelqu'un arrive dans un groupe comme ça et que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, un représentant de n'importe quel groupe d'intérêt, il est beaucoup plus facilement détecté par le groupe que ce ne serait par une personne individuelle. Donc ça, c'est vraiment une mine d'informations pour nous aussi. Et donc, ça prouve que je crois beaucoup au fait que les patients ont énormément à nous apporter, puisque c'est quand même une pièce très sous-utilisée dans le système de soins. Voilà, donc c'est terminé pour mon introduction. Je vais maintenant accueillir Édouard Klein et Patrick Papazian, que je vais laisser se présenter, qui vont vous faire une présentation et ensuite ce sera suivi d'une interview. Merci Jean-David. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir pour vous présenter notre activité avec Édouard. Je vais me présenter en quelques mots. Je suis Patrick Papazian, je suis médecin hospitalier à l'hôpital Bichat une petite partie de mon temps, où je m'occupe notamment de VIH, et une grande partie de mon temps, je suis communicant santé depuis une quinzaine d'années. Et il y a un peu moins d'un an, nous avons eu la folle idée avec Édouard de créer notre start-up dédiée à la communication santé. Alors je vais laisser Édouard se présenter et nous dire quelle est la particularité de cette start-up. Alors rapidement, Édouard Klein, ravi d'être avec vous ce soir. Merci encore Jean-David pour son invitation. Je ne suis pas médecin de formation, je ne suis pas scientifique. J'aime dire que je suis en formation continue scientifique aux côtés de Patrick. Après 10 ans de com-santé, l'envie de donner un nouveau souffle à la communication santé avec une conviction, c'est que le vécu patient, quand il est bien travaillé, bien compris, il est capable d'accélérer et d'être créateur vraiment de valeur pour l'ensemble des projets qu'on est amené à poser. Donc aujourd'hui, le credo de notre jeune entreprise est tourné 100% autour du vécu patient. Alors pourquoi le vécu patient ? Je crois que je ne vais pas le redétailler. Jean-David nous a fait une introduction brillante. Et c'est clair que c'est un peu the place to be aujourd'hui. C'est ce qui fait le buzz, c'est ce qui fait parler. Donc des communicants se devaient d'aller là-dessus. Juste quand même en quelques mots, remettre en perspective, les patients experts qu'a évoqué Jean-David. J'aimerais évoquer le premier patient expert que vous connaissez sans doute, Dave de Bronkhart.
qui est ici sur son profil Twitter. C'est donc un patient qui en 2007 a été diagnostiqué cancer du rein avec des métastases pulmonaires et on lui donnait en gros 6 mois à vivre. Hein. Et c'est quelqu'un qui a décidé qu'il allait faire entendre sa voix, se remuer, échanger avec d'autres patients, aller remuer la communauté médicale pour gagner des années de vie. On est en 2017, il va très bien, il est en rémission et on peut le considérer aujourd'hui, touchons du bois pour lui, comme guéri. Dave de Bronckhart, il a évidemment initié ce mouvement des patients experts, des patients connectés, et donc derrière lui, je dirais que tous les autres n'ont fait que s'engouffrer dans ce mouvement-là. Deuxième notion qui nous semble importante, c'est le fait que beaucoup de maladies, heureusement, deviennent chroniques aujourd'hui. Le cancer, le VIH, un domaine que je connais bien, et que les patients, tu soulignais l'empowerment des patients gays au début des années 80, aujourd'hui on est vraiment à une dimension au-delà de ça, on est avec des personnes qui ont une espérance de vie comparable à des personnes séronégatives et qui disent « je veux que ma vie se fasse avec mon avis à moi, j'ai envie de pouvoir dire comment je veux vivre ces 30, 40, 50 ans qui se présentent devant moi en prenant un traitement ». Et puis la troisième notion, c'est bien sûr la santé connectée, la medtech. On ne va pas en refaire des tonnes là-dessus. Vous connaissez tout ça aussi bien que nous. Cette capacité d'avoir des données en temps réel, de les diffuser, de les échanger, qui fait qu'évidemment la donne a complètement changé et qu'il faut inviter le patient autour de la table. Voilà pour le pourquoi. On n'en fera pas plus. Bien que communiquant, Édouard et moi, on est des garçons assez pragmatiques. Et quand on a lancé notre start-up de com il y a un an, on s'est dit comment on va appréhender ce vécu patient. Et finalement, la question, elle est dans le comment. Alors, on va vous présenter ce comment, mais je crois qu'Édouard, tu avais une petite question. Ouais, un petit sondage ce soir qu'on a voulu lancer à main levée, hein, rien de très grave, rassurez-vous. Quand on vous pose la question « Parlez-vous patient ?», on a centré ce meet-up autour de cette question phare. Est-ce que vous, dans la salle, vous avez l'impression dans votre quotidien de parler patient, de maîtriser cette expertise ou de tenter de la développer ? Quelques mains se lèvent. De plus en plus. Je pense qu'on est tous convaincus que les lignes sont en train de bouger. Jean-David le rappelait en introduction. On voit bien que les réponses sont plutôt éparses. Il n'y a pas de consensus global ce soir. Avec Patrick, on s'est efforcé d'être plutôt en retrait, de ne pas répondre. Ce n'est pas par timidité, c'est plutôt par humilité. On considère que par les patients, finalement, cette expérience vient jour après jour, année après année, et que chaque expérience rencontrée permet vraiment de créer un cercle vertueux. Et puis la question clé, c'est ça veut dire quoi par les patients ? Est-ce que le patient est une troisième personne, pour reprendre l'expression de Dave de Bronckhart ? Est-ce que c'est un extraterrestre ? Est-ce qu'on n'est pas tous patients, déjà maintenant ou dans le futur ? Donc c'est évidemment des questions qui nous ont animés. Et pour essayer de vous présenter les choses de manière très pratique, on va vous présenter comment on travaille à San Francisco Santé Factory au quotidien à travers 5 mots-clés qui vont articuler notre discours. Le premier mot-clé, Édouard, je te le laisse. On attaque fort, l'amour, love, valeur universelle. Alors détendez-vous, on ne va pas demander de prendre dans les bras votre voisin. Derrière l'amour, évidemment, on met des notions comme la sympathie, l'empathie, qui est de plus en plus d'ailleurs décriée, plutôt galvaudée comme terminologie. On est aujourd'hui beaucoup plus axé sur la sympathie. Nous, le message qu'on va vous faire passer ce soir, c'est cette capacité à un moment de sortir de sa zone de confort et d'aller vers autrui. Aller à la rencontre des patients pour vraiment comprendre et partager avec eux ce qui est une expérience patient, qu'est-ce que le vécu patient. À un moment, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre des patients. Alors, si vous êtes empathique de nature, vous allez me dire, c'est facile, vous avez fait déjà 50% du job, ce qui n'est pas du tout mon cas. Dans ce cas-là, je vous conseille d'adopter un empathique, et c'est ce que j'ai fait en collaborant avec Patrick. Alors concrètement, évidemment, on est très tourné pragmatisme ce soir. Quand on se tourne vers les gens, comment est-ce qu'on arrive finalement à transformer et à encapsuler cette richesse qu'on a pu échanger avec les patients en quelque chose de concret? On arrive à quelques pépites et Patrick va nous en livrer une. Oui, alors tu es plus empathique que tu ne dis, Édouard, je t'assure. Je ne sais pas lequel est le plus empathique des deux finalement, mais c'est un autre débat. Une anecdote concrète qui va vous montrer que l'empathie, c'est du réel, hein, c'est pas simplement s'aimer les uns les autres. Hein. Alors, on va se projeter dans un univers qui n'est pas le plus joyeux, c'est l'hôpital de jour. J'imagine que vous connaissez, hein, l'hôpital de jour est un lieu rempli de patients, ça c'est le point commun avec l'hôpital. La particularité, c'est que ces patients sont souvent assis dans des fauteuils de perfusion, reçoivent des traitements pendant des heures et s'ennuient ferme. Hein. Ils n'ont rien à faire, en gros, pendant les 2 heures, 3 heures, 4 heures que dure cette séance de traitement.
On devait réfléchir sur ce sujet-là pour un client de l'industrie pharmaceutique. Et donc, on a, selon nos principes de création de notre start-up, travaillé avec des patients concernés. Très longuement, on a eu des échanges qui ont mené à beaucoup d'empathie, avec notamment l'une des patientes, qui nous a dit, écoutez, les petits cocos, je vais vous dire tout de suite comment ça se passe dans la vraie vie. Quand moi, on me branche ma perf, j'ai qu'une envie, c'est de me faire la malle. Du coup, je descends au relayage de l'hôpital, j'achète Voici et Closer, j'agis sur la molette en haut parce que j'ai bien compris que c'était ça la clé de ma liberté. Je remonte au bout de 20 minutes et je dis, le produit, ça y est, il est passé, donc vous me libérez, je vais retrouver ma vie normale. Bon. Alors, pour nous, c'est le genre de pépite, évidemment, qu'on adore, parce que d'une part, quand on l'a dit aussi bien au laboratoire avec lequel on travaillait qu'aux soignants, ils sont un peu tombés de leur camion, ils ne soupçonnaient pas ça. Donc, première information. Deuxième chose, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que ce temps passé à l'hôpital de jour soit du temps utile pour les patients. Donc, on est en train de développer, pour le coup, un programme assez tech, avec des iPads mis à disposition, avec des serious games, avec des tutoriels sur un format très sympa, pour que les patients ne s'ennuient pas. Et puis, on est en train de réfléchir à un device qui se mettrait sur la tubulure de la perf, qui permet, par connexion, d'alerter le poste infirmier lorsqu'il y a une accélération du débit du traitement. Parce que dans certains cas, c'est juste mortel. Hein. La personne peut mourir si le traitement passe trop vite. Donc voilà, en gros, en quoi l'empathie, ça peut être connecté à la tech selon nous. Alors, ce premier message qu'on a découvert avec Édouard et qu'on aimerait vous faire passer aujourd'hui, c'est de dire être curieux de l'autre. Ce n'est pas que des mots, parce que ça peut déboucher sur des projets très concrets, de la com concrète, mais aussi du développement entrepreneurial concret. Alors, on va enchaîner sur le deuxième mot, alors pour le coup qui est aux antipodes, hein, je t'ai laissé l'amour, moi je me tape la méthode, merci. Alors, méthode. Pourquoi une méthode lorsqu'on s'intéresse au vécu patient? Pour une raison simple, si vous discutez avec les patients, vous pouvez très vite tourner à la conversation stérile. Vous recueillez plein d'anecdotes intéressantes, mais qu'est-ce que j'en fais derrière? Il y a un moment, il faut cadrer l'exercice, avoir une approche assez méthodique de cet échange avec le patient. Alors, à chacun de développer sa méthode, de trouver ses outils. Nous, la méthode qu'on a développée avec Édouard, elle est très simple. Elle part d'un point de départ, qui est le patient. Elle arrive à un point d'arrivée, qui est le patient. Et elle repose sur une caractéristique qu'on a, Édouard et moi, un petit défaut. Vous avez peut-être dans la salle également. Qui est l'impatience. On aime bien quand ça traîne pas trop. Et on s'est dit, cette impatience, c'est quelque chose qui est partagé avec les patients quand on discute avec eux. On le voit avec l'exemple de cette patiente qui veut très vite partir de l'hôpital, mais globalement, les patients, ils veulent aller mieux, vite, et ils ont bien raison. Du coup, on en a fait le support d'une méthode stratégique qui s'appelle l'impatience, notre outil de travail, qui se déroule en 3 temps très simples à comprendre. Dans un premier temps, on définit ce que le patient vit, avec bien sûr des entretiens, des outils que je n'ai pas le temps d'exposer ici. Ensuite, ce que le patient veut, c'est l'axe vertical. Et nous, ce qu'on doit apporter en tant que communicant, ou vous en tant qu'entrepreneur ou développeur, c'est évidemment cette accélération qui permet d'aller plus vite vers ce que le patient veut. Et ce simple cadre permet de formaliser un peu la démarche et de se dire au fond vers où on veut aller et comment. Alors ça, c'est un exemple. On va, je crois, aller plus loin dans le concret. À noter que cette méthode, elle peut s'appliquer quand on est face à une problématique pour la Big Pharma, et dans ce cas-là, on parle de patients, ou pour des industriels qui sont positionnés sur la santé au sens grand public. Vous, consommateurs de santé, d'un bien de santé, on est en capacité de réfléchir sur ces problématiques en intégrant cette méthode. On a eu la chance, grâce à la PHP, les hôpitaux de Paris, de pouvoir éprouver cette méthode en vraie vie, en situation concrète il y a quelques mois, autour d'une problématique qui était la prise en charge de la santé sexuelle dans les pathologies chroniques. Alors on a appliqué cette méthode, on a rencontré divers praticiens, plusieurs patients, et on a rapidement avec Patrick dressé un constat que la santé sexuelle n'était que trop peu, malheureusement, évoquée lors des consultations. Une fois qu'on a diagnostiqué, je dirais, ce qui ne va pas, force est de constater qu'il a fallu débloquer cette situation, et notre stratégie de communication a été de débloquer la parole des deux côtés du bureau, du côté du praticien et du côté du patient. Alors concrètement, ça s'est mis en place par des outils de communication digitaux, print, par une stratégie d'implémentation pour nous assurer que les outils déployés étaient correctement utilisés, correctement
mis à la disposition des soignants. On a également vu avec Patrick, et on a le souvenir de campagnes formidables qui sont restées dans les cartons, parce que malheureusement, la brique de l'implémentation opérationnelle n'avait jamais été travaillée, faute de temps. Et puis, en complément de ces outils, on a eu l'occasion d'avoir une communication dans certains congrès avec un superbe accueil. Je pense encore à la SFLS en octobre 2016 à Montpellier. Et on est en train d'optimiser la stratégie de communication avec la création d'un serious game destiné à la formation des praticiens pour parfaire la manière dont les praticiens doivent aborder la santé sexuelle dans des consultations. Donc on voit bien à travers cet exemple le côté très tangible et l'application concrète de notre méthode stratégique l'impatience. Alors associé à la méthode, un outil qu'on partage avec vous ce soir, on est très attaché avec Patrick à la vraie vie médicale. On a la chance à bord de San Francisco Santé Factory d'avoir 2 médecins et on peut, en fonction des problématiques rencontrées, plonger au cœur du parcours de soins sur telle ou telle pathologie. Fort d'un réseau qu'on s'est constitué de quelques années dans la com-santé, on est en capacité de mener des cartographies, des mini-audits dans certains centres hospitaliers pour voir finalement comment est-ce que le parcours de soins fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et quelles seraient finalement les actions pour fluidifier l'ensemble de la chaîne de soins. Ça, c'est des choses qu'on actionne effectivement en parallèle. Alors, pour synthétiser ce deuxième point, on parlait de la méthode, on a vu l'intérêt d'aller vers autrui. Et puis là, la méthode qu'on veut simple, en 3 grands temps, c'est à un moment de donner un canevas. Donner un canevas qui permet d'articuler la réflexion, d'articuler la stratégie et surtout de donner un cadre aux patients. On poursuit notre cheminement. 3e mot-clé, la tech. Alors la tech, je ne vais pas en faire des caisses. Jean-David a fait une super intro. On est tous convaincus de la plus-value de la medtech, de l'émergence de la medtech, notamment dans la prise en charge des pathologies chroniques, qui a permis vraiment d'objectiver le monitoring des patients, de rendre beaucoup plus fréquent ce monitoring. Et puis ça, associé à la diffusion et à l'émergence des réseaux sociaux, cette capacité vraiment d'inonder et de communiquer beaucoup plus rapidement avec le Quantify Self. Alors la tech, nous, on a eu l'occasion d'être des témoins privilégiés de 2 actions un peu emblématiques avec 2 startups, Patrick. 2 exemples choisis parmi tant d'autres. La première start-up qu'on aimerait évoquer avec vous rapidement, c'est MyDiaby, que vous connaissez peut-être pour beaucoup d'entre vous ici, qui avait fait un meet-up il y a quelques mois qu'on avait trouvé particulièrement intéressant. MyDiaby, ce sont des applications dédiées aux patients diabétiques. Et ce qu'on a trouvé brillant, c'est que quand on dit diabète, en général, on se précipite sur le diabète de type 2, parce que c'est le gros du marché, des millions de patients, la pandémie mondiale, comme on dit. Et du coup, c'est très tentant. Et on trouve que l'intelligence de MyDiaby, ça a été vraiment d'identifier un besoin médical non satisfait qui concerne une population particulière de personnes, les femmes qui développent un diabète gestationnel. Alors que c'est sûr, ça ne fait pas des tas de personnes, mais ces femmes-là, elles sont très inquiètes pour leur santé, très inquiètes pour leur fœtus, et leurs soignants les surveillent comme du lait sur le feu. Du coup, nous, quand on a entendu cette présentation, on s'est dit chapeau, parce que cette start-up a vraiment su entendre le vécu patient, le comprendre, et surtout se positionner au bon endroit pour aller sur le diabète. Deuxième exemple qu'on souhaiterait partager avec vous, Allurion, donc une start-up qui est accélérée par The Family, où là, ce qui nous a semblé particulièrement intéressant, c'est l'approche des patients en surpoids. Un patient en surpoids, ce n'est pas un patient en obésité morbide qui va relever de la chirurgie, c'est un patient qui est au-delà de tout ce qui est diététique. Et du coup, il faut trouver l'objet, le device, qui va lui permettre de perdre des kilos rapidement. Dans le cas d'Allurion, c'est un ballon qui s'ingère, comme une gélule, qui permet de perdre des kilos parce qu'il se gonfle dans l'estomac. Je ne rentre pas dans le détail du device. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est d'avoir su comprendre le besoin spécifique de cette population et d'y apporter un device qui répond parfaitement à ce besoin non satisfait. Donc c'est notre 3e message clé, en tout cas pour nous, c'est de se dire le patient, il faut être curieux de lui. Il faut l'approcher avec une méthode, un cadre, et il faut aussi aller faire la traque aux besoins non satisfaits, aux unmet needs, comme on dit, donc tous ces petits bouts de vie qui sont un peu entravés par la maladie ou son traitement. Et quand on a su identifier ce besoin non satisfait, y apporter une réponse tech, bien sûr, parce que là, on aura une vraie plus-value. On enchaîne sur le 4e mot. 4e mot qui, on s'appelle San Francisco Santé Factory, donc on aime bien les ponts, on aime bien le Golden Gate Bridge. Et les ponts, c'est vrai que c'est un beau symbole de transversalité. Donc on a choisi le mot pont
parce que la transversalité, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien avec Édouard, dans notre petite factory. On aime bien faire se rencontrer des patients souffrant de pathologies différentes. Et ça, on a pu le remarquer en travaillant avec des startups, notamment, qui vont être très très calés sur leur domaine, qui connaissent par cœur la patho et tout le parcours de soins dans cette patho, mais qui parfois, par manque de temps, ne vont pas échanger sur ce qu'il se passe dans d'autres pathos. Nous, à notre agence, on passe notre temps à organiser des réunions entre patients souffrant de maladies différentes, et je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant, qu'il en sort toujours des idées et des projets pertinents. Édouard ? Très très tôt dans l'aventure, on est convaincu que le décloisonnement et que la transversalité vraiment est accélérateur de valeur et d'enrichissement, et on a mis en place les ateliers d'impatience où, sur un format une demi-journée, on rassemble des patients d'horizons complètement divers, atteints de pathologies aiguës, pathologies chroniques, et on assiste véritablement, Jean-David le citait en introduction, à l'intelligence collective. Cette intelligence collective qui permet, quand on mixe les expériences, les vécus, de mettre les patients en co-création et de concrètement, ils sont en situation de pouvoir proposer des solutions viables, tangibles pour améliorer leur mieux-être. Un exemple très concret, la fatigue dans les pathologies chroniques. On s'est entouré de patients atteints de VIH, cancer, maladies neurodégénératives. Voilà la petite photo souvenir, clin d'œil à Catherine Cerizet, patiente experte en oncologie qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Ils se sont livrés longtemps à nos côtés. On considère avec Patrick qu'on est tous patients. Et puis après avoir évoqué leur vécu, cette capacité de se projeter sur comment améliorer leurs conditions de vie, comment améliorer leur mieux-être, et en est sortie l'idée d'un device qui permettrait de monitorer la fatigue pour un certain nombre de pathologies chroniques. On est en train de développer ce device qui sortira à horizon 2018. Alors, derrière ces ateliers d'impatience, on a été aussi biberonné avec Patrick pendant plusieurs années de ComSanté au KPI, au fameux ROI des campagnes de communication santé. Nous, ce soir, on vous livre un ROI avec une charge émotionnelle unique. C'est cette patiente atteinte de maladies neurodégénératives qui nous dit 48 heures après avoir fait cet atelier d'impatience que pour la première fois de sa vie, parce qu'elle a échangé, parce qu'elle a partagé son vécu de manière spontanée, parce qu'on l'a mis en position de se rendre co-créative d'une action, elle a pu, auprès de son entourage, enfin expliquer ce qu'était sa maladie et pourquoi sa fatigue, dans son cas, dans une sclérose en plaques si impalpable pour son entourage, était si handicapante au quotidien. J'aimerais juste faire mon mea culpa de soignant là-dessus en t'écoutant sur la fatigue, parce que c'est vrai qu'on a peut-être ce petit défaut quand on est soignant, quand il n'y a pas un chiffre, quand il n'y a pas une échelle, ça nous agace. Et la fatigue, c'est quand même, il n'y a rien de plus impalpable. Et du coup, se dire que quand on arrive à créer, encore une fois, un device, que ce soit une app ou quelque chose qui permette d'objectiver la donnée et de la transmettre aux soignants, je pense qu'on est vraiment utile. Donc sur ce quatrième pilier, je dirais que notre message, c'est explorer les différences. Oser aller parler avec des gens qui ne font pas forcément le métier que vous, qui ne sont pas forcément positionnés sur le même segment de marché, mais qui vous apporteront de la valeur. Et le croisement des expériences est forcément accélérateur de valeur. Cinquième mot-clé, pour conclure, la transformation. Alors quand on parle de communication santé, on a l'impression que c'est un peu impalpable, que c'est un peu du bluff. Nous, on veut transformer l'essai, comme l'a fait Clermont ce week-end en finale du top 14. Et concrètement, on le transforme aux côtés de jeunes start-upers au quotidien quand il s'agit d'apporter ce vernis de communication, ces ingénieurs qui sont très tournés vers la tech, ou quand il s'agit d'écrire avec eux, de synthétiser la fameuse value proposition, ce qui fait la différence sur les marchés. On rencontre également, et on accompagne depuis plusieurs mois l'industrie pharmaceutique, qui par nature sont des structures un peu plus rigides, beaucoup plus importantes. Et dès qu'on associe industrie pharma et patients, ça tremble un peu sous les pieds. On se heurte tout de suite à un contexte extrêmement réglementaire, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Fort heureusement, avec Patrick, on observe depuis quelques mois que les lignes sont en train de bouger et qu'on voit l'émergence en fait d'une nouvelle profession, les Chief Patient Officer ou les Patient Advocacy Managers, ces gens qui sont missionnés pour vraiment faire rayonner la voix des patients et orchestrer toutes leurs actions autour du patient. Alors on a la chance et le privilège ce soir d'avoir Fleur Delande, des laboratoires Janssen, filiale pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, qui va partager avec nous son activité professionnelle. Merci Fleur de t'être joint à nous. On trouvait que c'était vraiment intéressant d'avoir cette discussion tous ensemble en tant que start-up, big pharma, communicants, et que tous ces métiers se rencontrent. Alors, on a préparé quelques questions.
très spontané. On avait en fait une première question pour toi sur ton poste, ton titre. Est-ce que tu peux nous expliquer ton titre et ton poste, Patient Engagement and Advocacy Manager? En vrai, ça veut dire quoi? Alors merci à tous de m'accueillir ici. J'espère que je ne vais pas faire trop trembler la terre, parce que j'ai bien entendu l'association Big Pharma et patients, ça peut faire trembler. Donc concrètement, pour résumer, moi je suis la Madame Patient chez Janssen. Donc j'ai un poste qui est dédié aux patients et à la défense de leurs intérêts. Et depuis, donc j'ai pris mon poste en septembre, c'est un nouveau poste. Et donc depuis 9 mois, j'ai pour rôle de faire, c'est un peu ce que vous avez tous dit au départ, mais sauf que moi je le fais du côté pharma, du côté industriel, c'est de faire entendre la voix des patients en interne. Faire entendre la voix des patients en interne, c'est faire en sorte que toutes les équipes qui travaillent autour des médicaments, puisqu'on a un laboratoire pharmaceutique, on cherche et on développe des médicaments, c'est de faire en sorte que toutes les équipes, et le plus tôt possible en tout cas, puissent effectivement associer la voix des patients et qu'on parte systématiquement des besoins des patients. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième aussi, c'est de structurer notre approche vis-à-vis des patients. Concrètement, avant que je prenne mon poste, on avait une approche où on disait, je pense que d'autres laboratoires pharmaceutiques le disent aussi, nous, on fait telle chose ou telle brochure ou telle action pour les patients. Et moi, quand j'ai pris mon poste, je me suis dit, il va peut-être falloir changer notre façon de voir les choses. Et moi, ce que j'essaie de changer aujourd'hui, c'est de dire, on ne va pas faire les choses pour les patients. Oui, bien sûr. Mais on va le faire avec. Voire même à terme, on va le faire par eux. C'est-à-dire que j'espère qu'un jour, c'est peut-être eux aussi, et ça commence déjà à arriver, c'est peut-être eux qui vont venir et nous proposer aussi des solutions. Pareil, un autre parallèle, avant on travaillait effectivement beaucoup en silo. Il y avait déjà des responsables associations de patients qui travaillaient sur des aires thérapeutiques particulières pour certaines maladies. Et là aujourd'hui, la volonté de Janssen, avec mon poste, c'est d'avoir une personne qui chapeaute effectivement toute cette approche patient au sens large, pour un peu casser les silos et bénéficier un peu voilà, pour avoir une approche globale et voir comment on peut effectivement réellement faire bouger les choses. Donc si je t'entends bien, de la R&D jusqu'à la mise à disposition du médicament et au-delà, donc au fil du temps et en transversalité sur toutes les aires thérapeutiques, c'est ça, hein, c'est ça. Si je résume bien. L'idée, c'est de partir effectivement le plus tôt possible. On a souvent l'habitude effectivement de travailler avec les associations de patients. On est en partenariat avec des associations de patients depuis des années. On a des partenariats historiques, souvent pour développer des brochures, des solutions ou des applications. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir effectivement commencer à échanger avec les patients, enfin les associations, parce qu'en France, on est très réglementé, donc on n'a pas le droit d'aller directement parler aux patients, mais de travailler le plus en amont possible dès le développement de nos molécules. Donc on a un exemple, il y a un exemple qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps. On est en train de développer un nouveau dispositif médical, un spray nasal. Au lieu, effectivement, ça me fait penser à ton exemple de tout à l'heure, au lieu d'attendre effectivement que les patients se plaignent du dispositif et demandent à ce qu'on le corrige, on a demandé dès maintenant aux patients ce qu'ils pensaient de ce pré-nasal. Et au final, on a pu dès le début, avant même de le lancer sur le marché, de le proposer aux patients, de modifier la façon dont était délivré le produit. Donc voilà, donc on va essayer, là mon rôle c'est d'essayer effectivement à chaque étape de pouvoir prendre en compte, en tout cas de systématiquement partir des besoins des patients. L'approche que peuvent avoir les startups qui sont user first, de l'avoir en patient first, en tout cas chez nous. Alors tu évoques justement les startups, il y a peut-être des jeunes start-upers ce soir dans la salle, on l'espère. Est-ce que tu as quelques conseils à leur donner, quelques compétences requises pour parler patient avec efficacité? Alors je ne me permettrai pas de donner des conseils à des startups sur le parler patient. Je peux déjà vous partager avec vous en tout cas ce que ça signifie, en tout cas pour moi à titre individuel et pour Janssen. Moi, quand j'ai pris mon poste, ce que j'ai commencé en tout cas, c'est de me dire je vais déjà me mettre à la place d'un patient. Déjà, je pense qu'on est tous concernés. Donc, moi personnellement, je suis patiente, je prends des traitements, je suis maman de 3 enfants, donc je m'occupe aussi de la santé de mes enfants. Donc à un moment donné, on est tous concernés de près ou de loin par la santé. Donc déjà de se mettre, et je pense qu'on peut le faire quand on est médecin, c'est déjà fait, et Jean-David aussi l'a témoigné, en tant qu'agence, en tant que start-up, et en tant qu'industriel aussi, et de se dire je me mets à la place du patient, je vois ce qu'il vit, aux différentes étapes, tout au long du parcours, ce qu'on appelle le parcours du médicament, mais moi ce que je veux aussi, c'est aller aussi un peu plus loin, c'est dans sa vie. Et quand j'ai commencé, j'ai réfléchi déjà à la définition que je voulais mettre derrière le mot patient.
Et j'ai commencé dès le début à dire, derrière le mot patient, on ne va pas mettre juste un malade, on va déjà mettre une personne. Parce qu'avant tout, une personne malade, elle veut continuer à vivre, continuer à faire ses activités, travailler, etc. Et de ne pas prendre en compte effectivement que cette personne malade, mais son entourage aussi, et toutes les personnes qui peuvent être autour. Donc je pense que quand voilà, si déjà on se met dans les chaussures d'une personne qui est malade, donc on prend juste un exemple de consultation, pour faire simple. Déjà, ça m'est arrivé moi déjà plusieurs fois de ne pas toujours comprendre ce qu'on m'explique, et aussi de ne pas toujours oser demander plus d'explications. Donc ce que j'aimerais aussi dans notre approche avec les associations, c'est si possible encourager aussi les patients ou les personnes qui sont dans une situation à oser poser des questions ou à trouver la bonne information qu'ils cherchent. Ok, j'aimerais revenir sur la transversalité que tu évoquais au début et qui est inhérente à ton poste. Alors la transversalité dans une big pharma, et j'ai envie de dire dans une grosse entreprise, quelle qu'elle soit, ça peut être une force, ça peut être une faiblesse aussi, pour tout un tas de raisons que tu vas peut-être évoquer ou pas d'ailleurs, peut-être que tu ne le ressens pas comme ça. Donc pour toi, force ou faiblesse ? Alors force pour commencer, au niveau de la transversalité, c'est ce qui m'a plu en tout cas avec l'approche de Janssen quand ils ont proposé ce poste, c'était d'avoir une personne dédiée et qui ait une vue d'ensemble, qu'on ne soit pas justement juste par équipe, pour justement être sûr de faire un peu bouger les lignes et avancer les choses. Ensuite, je pense, je sais pas si c'est une force. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai un gros soutien de ma direction. Parce que quand j'ai pris mon poste, il n'y avait pas de référence. L'Europe était en train de construire sa stratégie, il n'avait pas encore défini, il n'y avait pas d'approche, il n'y avait pas de structure. Moi, j'avais une page blanche. Et ça, c'était une force, en tout cas, de savoir qu'on a pu me faire confiance et d'avoir la possibilité de créer et de se fixer effectivement des objectifs, un cadre et des sujets prioritaires. Après, au niveau des faiblesses, c'est peut-être plus des difficultés. Parce que dans une entreprise comme la mienne et dans les autres laboratoires, c'est aussi la même chose. Il y a des fonctions dites entre guillemets support et des fonctions dites stratégiques. Donc les fonctions stratégiques en général ont des budgets alloués. Et quand vous êtes identifié fonction support, même si le patient reste effectivement la chose la plus importante pour notre entreprise, ben, c'est pas évident en fait. Parce que si on veut aussi faire des choses, si on veut mettre en place des nouveaux partenariats, aller justement, enfin, je sais pas, par exemple, on pourra en parler après, mais créer un hackathon, prendre des consultants qui vous apportent une ouverture d'esprit aussi qu'on cherche, il faut aussi des moyens. Donc ça, c'est pas évident effectivement. Ça a été une des premières difficultés, c'était d'expliquer en interne. Il y a un nouveau poste qui est créé parce qu'on a envie d'aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, ça ne remet pas en cause ce qu'on faisait avant. On va le faire à plusieurs. Mais il va falloir aussi à un moment donné que vous me consacriez un peu de budget. Mais quand vous prononcez le mot budget, effectivement, dans une entreprise, on vous dit d'accord et le retour sur investissement. Et là, j'ai aussi ce challenge-là, c'est aussi de pouvoir faire évoluer les mentalités aussi en interne, les comportements, et se dire s'il y a peut-être un poste... J'en profite, je rêve un peu, ça fait 9 mois que j'ai pris mon poste, hein. Je me dis que tout est possible. Vas-y. Mais de me dire, en tout cas, c'est le message que j'ai fait passer à mon comité de direction, si jamais il y a peut-être un domaine ou une fonction dans laquelle vous ne devez pas attendre un retour sur investissement, et peut-être une fonction avec laquelle on ne va peut-être pas mettre notre marque en premier sur ce qu'on va développer, c'est la mienne. Et donc de là, effectivement, je n'ai pas eu tout de suite un go ou un oui ferme, mais assez rapidement, en tout cas au bout de 3 mois, on m'a dit oui, effectivement, l'approche est bonne. Et un exemple précis, par exemple, on travaille de plus en plus avec d'autres laboratoires pharmaceutiques parce qu'on est aussi dans la même approche de se dire si on a vraiment sur des sujets bien spécifiques, si notre finalité c'est par exemple d'aller étudier la qualité de vie des patients ou des personnes atteintes d'hémopathie maligne, si on est plusieurs à vouloir à faire des recherches sur ce sujet-là, on ne va pas chacun faire les recherches de notre côté, on va juste se mettre tous ensemble. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a lancé effectivement une enquête qualitative et il y a 3 associations de patients et 3 laboratoires pharmaceutiques. Donc je pense que c'est un signe aussi, je pense que l'industrie pharma est en train de bouger. Janssen, oui, J&J, oui, mais toutes les autres aussi sont en train d'avancer et d'essayer d'avoir une approche constructive, de se dire on s'y met à plusieurs et on va y arriver. Donc ça j'aime bien. Ça, c'est une révolution pour le coup, de faire travailler plusieurs labos concurrents sur une patho. Et plusieurs associations de patients aussi. Ouais. Parce que comme l'a dit Jean-David, il y a aussi effectivement, toutes les associations de patients ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas structurées de la même manière.
elles n'ont pas le même pouvoir, entre guillemets. Et aujourd'hui, il faut quand même aussi que chaque association aille défendre, ses malades, ses besoins, le besoin d'accès aux innovations, etc. Donc à un moment donné, on retrouve quand même un enjeu collectif qui est, si on veut l'atteindre, notre objectif, il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Donc voilà, c'est un beau challenge. Peut-être qu'on peut aborder, on va dire, le sujet croustillant, qui est la collaboration entre Big Pharma et start-up. On peut avoir l'impression que c'est un peu deux mondes qui n'ont pas forcément grand-chose à se dire. Et je vais même aller plus loin. Il y a eu des expériences ces dernières années un peu malheureuses sur le sujet, où finalement c'était beaucoup d'effets de déclaration et peu de transformation derrière. Alors, toi, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une collaboration possible pour transformer l'essai, pour reprendre ton expression ? Oui, moi, je suis plutôt de nature optimiste, hein, donc je vais te répondre oui. Par rapport à Janssen et Johnson & Johnson, on a déjà au niveau R&D, en tout cas, au niveau de la façon de notre modèle d'innovation, en tout cas, on est déjà ouvert sur l'extérieur. On travaille déjà depuis des années, depuis le début, avec des partenariats qu'on appelle public-privé, c'est-à-dire qu'on part du principe où on a nous aussi notre recherche interne, qu'on a nos chercheurs internes. On en a nous en plus en France, en Normandie. Et donc on a notre recherche interne, mais l'innovation, on part du principe où elle est partout, il faut aller la chercher là où elle est. Donc on a mis en place on a des centres d'innovation un peu partout dans le monde. Celui qui est référent avec l'Europe est à Londres. On a aussi ouvert des incubateurs de start-up. Donc tout ça, ça se passe au niveau de la R&D. Donc c'est moins dans ma partie, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. On a déjà effectivement des start-up avec lesquelles on a travaillé, ou des biotech plutôt, parce que c'est pour être plus précise. Donc je me dis, si notre système d'open innovation marche au niveau de la découverte de nos médicaments, je ne vois pas pourquoi elle ne marcherait pas à d'autres niveaux. Après, c'est vrai qu'on est quand même dans un système qui est extrêmement réglementé, donc on ne peut pas effectivement tout faire, et je pense qu'il y a un besoin aussi de notre industrie de s'adapter aussi, et peut-être à assouplir peut-être quelques règles, ou en tout cas permettre effectivement de favoriser la collaboration avec les startups. Mais un exemple concret, par exemple, je lui ai demandé d'être très concrète. Je pitch vendredi prochain à Futur en Scène un projet. L'idée, c'était, je vous parlais de mon approche patient, où je ne voulais pas qu'on se limite juste aux malades. Moi, j'ai voulu aussi qu'on ne soit pas non plus, je fais une parenthèse, hein, je ne voulais pas non plus qu'on soit que sur des innovations pour les malades ou avec les patients autour de nos médicaments, mais qu'on aille aussi un petit peu plus loin. Donc pour aller un petit peu plus loin, j'ai à tout prix voulu qu'on développe une approche plutôt sociétale, et j'ai pour projet de développer effectivement des solutions pour les proches des personnes malades, proches qu'on appelle en général les aidants. Et donc on a commencé une réflexion en interne, mais on s'est dit, si on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire réfléchir en interne, aller prendre quelques consultants en externe, c'est toujours intéressant. On se dit, on va continuer avec le même schéma, le même modèle. On va mettre 6, 7, 8 mois avant de sortir notre solution ou de trouver une idée originale. Et donc, on s'est dit, on va se mettre en mode start-up. Et donc, en fait, avant même de développer effectivement tout notre projet, je vais avoir la chance d'aller l'exposer à des start-up. Donc, je vous invite, si vous voulez, écouter vendredi, parce que je pense qu'on a possibilité effectivement de construire dès le début. Donc là, c'est une première, donc on va essayer. Donc, si tu veux, on pourra en reparler dans 6 mois. Mais voilà, et puis on a aussi peut-être un projet aussi ensemble à un moment donné, peut-être de faire émerger une solution ensemble. Donc, exactement. Donc pour reprendre ce projet, hein, donc l'hackathon, donc tu vas pitcher à Futur en Scène vendredi, peut-être auprès d'autres startups, et évidemment si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à discuter avec Fleur juste après. Et puis donc aussi en partenariat avec des structures comme The Family, c'est ça? C'est quelque chose que tu envisages concrètement pour avancer? Exactement. L'intelligence collective en pratique. Voilà. Oui, c'est ça, oui, de se mettre effectivement à plusieurs, comme le disait effectivement Jean-David. L'idée, c'est d'avoir les patients, les malades ne sont pas des personnes effectivement à mettre à part et à consulter après. Je pense que l'industrie pharmaceutique aussi ne doit pas non plus être à part et juste une source de financement, même si on a besoin aussi à un moment donné de soutenir les associations. Mais voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir trouver des solutions. Ouais. Mais je pense que ça marchera. Rendez-vous pris. On verra si ça marche en effet. Bon. Merci beaucoup, Merci, Fleur. Merci à vous. Merci à vous. Voilà pour les messages qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, et j'espère qu'on va avoir des échanges plus informels. Merci à tous. Bonsoir. J'ai l'expérience patient, parce qu'un peu comme de Bronckart,
En 2012, on m'a dit, monsieur, dans 30 jours, vous êtes un homme mort, quoi qu'on fasse. Donc on me l'a dit en février, on me l'a redit au mois de juillet 2012. On m'a dit, là, vraiment, les carottes sont cuites, vous avez des métastases partout. Au revoir, monsieur. Bon, donc l'expérience patient, je la connais bien. Je pense qu'il y a une problématique qui est rarement abordée, c'est la conception que le médecin a vis-à-vis du patient qui est malade. Pas vis-à-vis du patient ou de l'individu qui va être malade, mais celui qui l'est déjà et qui est au fond du trou. Là, il n'y a plus personne. Moi, j'ai expliqué j'ai essayé d'expliquer à mes médecins que les chimiothérapies qu'ils m'envoyaient, je ne les supportais plus, qu'elles étaient beaucoup trop violentes et que je sentais que mon corps réagissait très mal. Alors effectivement, avec les marqueurs et autres, on voyait bien que les métastases disparaissaient, que les tumeurs disparaissaient. Mais bon, ça m'a laissé un nombre d'effets secondaires qui fait que je prends des cachets rien que pour pouvoir supporter la douleur au quotidien. Et ça, les médecins aujourd'hui, il y a un travail gigantesque, c'est de leur faire comprendre que même le patient au fond du trou a encore une conscience et qu'il a une conscience très pointue de son corps. Malheureusement, je viens d'un milieu médical, donc je le dis encore plus facilement, mais malheureusement, les médecins n'ont pas encore ce déclic. Merci pour ce commentaire et je vous rejoins complètement du côté médecin. Ça me fait penser à beaucoup d'études qui ont été publiées qui montrent que plus le pronostic d'un patient est mauvais, moins la porte du patient est ouverte et franchie par le médecin. Ça a été objectivé. Ça me fait aussi penser à l'oncologie où on s'est cru obligé de créer des soins de support différents, séparés, et c'est toujours l'éternel débat. Pourquoi ces soins sont séparés des soins qui seraient nobles, la chimio, la radio, etc. Et il y a régulièrement des discussions sur le sujet, mais je pense que vous touchez du doigt un élément de vécu typique qui peut être pour nous un point d'appui derrière pour imaginer peut-être de combler ce gap entre le patient qu'on peut encore guérir et le patient dont on sait qu'on ne peut pas le guérir, mais où peut-être la médecine et la tech ont des choses à lui apporter. Déjà, merci de vos explications, à vous trois. Ma question est sur le point d'équilibre qu'on peut trouver entre, d'une part, devoir protéger les données du patient, ce qui est quand même une contrainte forte pour les patients que nous sommes tous, et effectivement, je le comprends, pour les industries pharmaceutiques, le besoin de devoir collecter des informations le plus vite possible et en dehors des tests cliniques, les collecter le plus vite possible. Quel est le meilleur point d'équilibre qu'on puisse trouver en dehors effectivement des 1001 patients ou des sites comme ceux-ci ou de Doctissimo où effectivement on peut avoir des remontées via des blogs? Qu'est-ce que vous voyez comme type de solution? Non, c'est une bonne question. C'est vrai que le sujet sur la protection des données de santé est clé. Je pense j'ai pas d'exemple là comme ça, mais il y a quand même beaucoup de patients qui sont prêts à partager leurs données. En tout cas, il y a des études qui ont été publiées là-dessus. Autour du dossier médical personnalisé, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On en parle. La transformation, moi, je la vois pas vraiment. C'est des sujets qui reviennent assez régulièrement sur le devant de la table. La protection de données, c'est un vrai sujet. L'industrie pharma, je pense qu'elle s'y penche au quotidien. Il y a peut-être des exemples scandinaves ou outre-Atlantique qui pourront peut-être nous permettre de parfaire le modèle en France. Ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas être un frein, en tout cas, à la réflexion. Parce que quand on veut un moment récolter de la data, récolter de la donnée, se mettre toujours dans un cadre qui va être un peu contre-productif en se disant qu'il y a beaucoup de barrières réglementaires, donc on n'y va pas. Je pense que dans la démarche, il faut rester optimiste, il faut ouvrir un peu le champ des possibles, on arrivera à trouver des solutions concrètes, mais je sais que la Big Pharma essaye, même je crois conjointement, de trouver des solutions entre différentes firmes. J'ai un peu le sentiment que la solution, pour le coup, ne viendra pas de la Big Pharma, je suis désolé, mais je crois que la rigidité réglementaire et aussi le contexte récent, les scandales sanitaires divers et variés qui ont éclaté font qu'évidemment la Big Pharma, c'est à la fois ouverte et affiche une transparence vis-à-vis des patients et fait des choses,
et heureusement, mais d'un autre côté, évidemment, devient très très prudente sur ce sujet des data. Et nous, les initiatives qu'on a pu voir viennent toujours des startups. C'est-à-dire quand on voit un MyDiaby qui va se remuer pour qu'à un moment ces datas puissent être partagées avec le corps médical, pour que le statut de dispositif soit reconnu, on voit bien que l'énergie, elle vient d'eux, elle ne vient pas de la pharma. La pharma est plutôt suiveuse, mais on peut les comprendre. En fait, ouais, on est sûr. C'est surtout quand on essaye, en tout cas, de développer, parce qu'on a déjà essayé nous, de développer des solutions justement de suivi comme ça, de données de patients, on est obligé de passer par un tiers. Mais ce qui paraît logique en quelque sorte. Donc c'est possible, mais il faut juste effectivement à ce moment-là passer par un tiers. Après, au niveau des données, je pense que ça dépend aussi à quel endroit on se met. Il y a des données que les patients ont envie d'avoir, donc là il faut trouver effectivement des solutions pour déjà effectivement être plus transparent et les partager. Je prends un exemple par exemple dans les essais cliniques. Je parlais effectivement qu'on essaye d'associer en tout cas les patients. Là c'est un exemple concret. On s'est rendu compte en fait que souvent des patients intégraient des essais cliniques et ils ont en général les informations ou les résultats à la fin de l'essai. S'ils le veulent, mais à la fin de l'essai, ça peut prendre quelques années. Ça peut être effectivement, et en général, si la personne a bénéficié du médicament, il n'a peut-être pas toujours envie d'entendre parler après des résultats de l'essai. Et s'il ne l'a pas eu, il est peut-être passé à autre chose. Et là, on est en train de travailler avec les équipes globales qui sont aux États-Unis pour justement faire en sorte, sur une plateforme qu'on développe aussi justement avec une start-up, sur une plateforme sécurisée, de faire en sorte que le patient, à mi-chemin, à la moitié de l'essai clinique, puisse avoir accès à ces informations, à des informations sur ses résultats et sur l'essai en cours. Donc les choses avancent progressivement. Je pense qu'effectivement, ça viendra si les patients expriment le besoin. Je pense que l'industrie pharma sera ouverte à partager les données en toute transparence, même dans un cadre qui est assez réglementaire. En revanche, je ne pense pas que ça soit à nous de pousser, en tout cas, pour que les données soient... On pourra contribuer si on est à plusieurs à le vouloir, mais je pense que la demande devra partir, en tout cas, des patients. Chacun son périmètre de jeu. Oui, bonsoir. J'ai une question concernant les données de patients en général et en particulier les données en real life, les données de vie réelle. Je voulais savoir un peu quelles étaient comment vous voyez en fait les applications de ce type de données, et en particulier pour l'industrie pharmaceutique. Alors moi, je vais laisser peut-être Fleur parler pour l'industrie pharma, hein, je ne vais pas me substituer. Les données de vie réelle, ça excite tout le monde en ce moment. Hein. Nous, on voit du côté de nos clients de l'industrie pharma, données de vie réelle sur toutes les slides, de tous les briefs, de tous les machins, c'est excitant. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est pas très cher de récupérer des données de vie réelle. C'est toujours moins cher que de faire des vrais essais cliniques. Donc du coup, ça fait des opportunités de communication. C'est dans l'air du temps, parce que du coup, on a l'impression d'être, et on l'est sans doute, user-friendly, tourné du côté de la personne dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, c'est le domaine qui fait beaucoup parler et sur lequel les utilisations sont souvent des utilisations très franchement de com'. Pas seulement, il y a aussi les Patient Reported Outcomes qui maintenant ont un vrai rôle dans ce qui va être l'obtention d'un prix et la discussion sur le prix du médicament. Donc c'est du lourd, c'est du solide. Mais clairement aujourd'hui, je trouve que les labos ont compris l'intérêt, mais peut-être que, un peu comme le sujet du patient d'ailleurs, ont tendance à un peu trop le survoler, à en faire simplement la petite brochure qui va bien pour montrer qu'on marche aussi en vie réelle. Auprès des médecins, mais n'ont pas, je pense, encore peut-être bien saisi que c'était réellement une petite révolution qui s'opérait et que de toute façon aujourd'hui les essais cliniques comme on les imaginait il y a quelques années ne seront plus acceptables, ne suffiront plus de toute façon. Je ne sais pas si tu veux ajouter un commentaire. Oui, si, je pense que non, je pense que c'est pas juste un coup de com' non plus. Je pense qu'on essaye, enfin en tout cas, provoque exprès. Mais je sais. Non, on a effectivement on a des équipes dédiées, on a des personnes effectivement qui passent beaucoup de temps à générer effectivement ces données en vie réelle. Faudrait effectivement qu'elles soient peut-être encore plus aussi prises en compte au moment effectivement peut-être de l'évaluation des médicaments. Mais c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus, notamment dans des domaines dans lesquels effectivement il y a un réel besoin et une attente pour les patients. Il y a pas de traitement disponible. Où là on peut avoir effectivement bénéficié de mise sur le marché accélérée. Et donc dans ces cas-là, effectivement, les données de vie réelle effectivement jouent un rôle 2 fois plus important. Donc voilà, c'est en cours, mais je ne le mettrai pas que sur un sujet de com. Je pense que c'est vraiment un sujet clé. Merci beaucoup, merci Patrick, merci Edouard, merci Fleur.
Que la famille.